Personne trans est un acte politique parce que ce que les gens attendent, c'est qu'on soit invisible. Les enfants terribles. Bonjour, vous écoutez Les Enfants Terribles, le podcast de Jean-Paul Gaultier qui, à l'occasion de la Pride, a décidé de donner la parole à des actrices et acteurs de la communauté LGBTQI+. Alors moi, c'est Abby Beach et aujourd'hui, on va parler politique et plus spécifiquement de comment faire avancer les droits LGBTQI+, avec ou sans système politique. Alors pour celles et ceux qui me connaissent, pas de surprise puisque tout est politique pour moi, mais pour les autres, je me présente. Je suis danseuse, chorégraphe, artiste, mais aussi et en même temps activiste, militante, et j'utilise ma pratique artistique et mes réseaux sociaux pour visibiliser mes positionnements politiques qu'on pourrait catégoriser de radicaux, étant queer, féministes, décoloniaux et intersectionnels, donc disons hors système traditionnel. Alors pour m'accompagner dans cette discussion qui se promet d'être passionnante, j'ai l'honneur de vous présenter Marie Co, première mère trans de France, icône politique donc, et plutôt à l'intérieur du système politique traditionnel. Interrogeons donc cette réciprocité entre intérieur et extérieur du système politique, opposition, complémentarité ou les deux. Let's go. Mariko, bonjour. Je suis ravie de te rencontrer, d'échanger avec toi. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Alors ma première question pour toi, Mariko, c'est qu'est-ce qui t'a mené vers la politique, vers ce milieu politique dans lequel tu es, et comment tu as trouvé ta place justement dans ce milieu ? J'y suis arrivé par la politique, par les chemins de campagne. J'avais été à la rencontre des habitants de mon village et il y avait une envie de changement, il y avait une envie de bouger et je me suis dit pourquoi pas moi. C'était une opportunité, une envie. Je me suis dit osons, allons-y. C'est la politique dans le sens action citoyenne, implication dans la vie de la cité auprès des gens, pas du tout dans une optique droite, gauche, etc., auquel je n'adhère pas du tout puisque je suis une personne apolitique. Je fais partie d'aucun parti, je ne veux pas rentrer dans un système qui, au final, sert plus à servir des égos qu'à faire avancer les idées, quoi. Il ne faut pas se faire une chapelle et s'enfermer là-dedans, il faut être ouvert. Il faut combattre les idées, jamais combattre les personnes. Mais du coup, tu considères que tu ne fais pas partie d'un système politique traditionnel et pourtant tu es maire. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu as été accueillie dans ce milieu, dans ce système politique, justement. Alors moi, je suis arrivé dans un milieu un peu particulier, donc c'est la politique, mais c'est la politique locale, donc c'est essentiellement des maires, des conseillers communautaires, des sénateurs, c'est des gens très impliqués sur le terrain. C'est pas la politique nationale, un peu parisienne. Donc en général, c'est des gens très respectueux, très gentils. J'étais accueilli vraiment avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de sympathie, quelles que soient les étiquettes. D'ailleurs, des maires, je sais même pas quelle étiquette ils ont, mais voilà, c'est un accueil vraiment très républicain, très démocratique, avec beaucoup de bienveillance, donc c'était sympa. Pourtant, franchement, je détonnais un peu dans les assemblées communautaires. C'est vrai que quand j'arrive, une grande blonde, 1,90 m avec talons, ça se remarque un peu. Mais franchement, ils ont été super, super sympas. Et toi, alors, comment tu te sens au niveau politique ? Tu serais prête à t'engager dans un parti ou si tu veux rester hors système ? Moi, je te rejoins sur le hors-système, évidemment, parce que moi, je viens d'un background politique et militant, du coup, qu'on appelle radical, à la marge de la marge. Et ça m'intéresse pas du tout de m'engager dans le système. Enfin, je me définis encore comme anarchiste. Donc, j'ai pas de foi en le système politique institutionnel et traditionnel, mais j'ai beaucoup de foi en la politique de façon générale, dans le sens où pour moi, tout est politique et rien n'est neutre. Il n'y a pas d'objectivité. Et du coup, la pratique artistique, par exemple, pour moi, c'est excessivement politique. Le fait de se présenter comme maire et de faire de la politique locale, c'est excessivement politique parce que, effectivement, si il me reste un tant soit peu de foi en l'institutionnalité, elle serait sans doute au niveau local et pas au niveau national. Mais j'estime que les engagements sont complémentaires, en fait. Effectivement, tout le monde ne peut pas être anarchiste, mais tout le monde ne peut pas non plus être institutionnel ou traditionnel, politiquement parlant. Je te rejoins aussi, c'est qu'effectivement, tout est politique. Rien que le fait d'exister en tant que personne trans est un acte politique. Parce que ce que les gens attendent, c'est qu'on soit invisible. Donc, l'attente de la société, c'est que des gens comme nous, sortis du showbiz ou de certains milieux, on ne doit pas exister. Donc, le fait d'exister, de l'affirmer, c'est déjà un geste politique. Oui, c'est ça. Et je trouve que cette visibilité-là, elle est encore plus difficile dans le contexte actuel de l'état politique, justement, de la France, en ce moment, qui est assez inquiétant pour moi. Je trouve qu'on est dans une phase de fascisation
qui fait assez flipper en fait finalement et on a l'impression d'avoir des avancées de droits civiques, notamment pour les personnes LGBTQI+, alors qu'en fait il y a un gros backlash qui est en train de se passer. Alors sorry not sorry pour le franglais, mais il y a un backlash dans la mesure où il y a beaucoup d'homophobie, il y a beaucoup de transphobie, les violences deviennent très palpables et je trouve que se visibiliser comme toi et moi le faisons à des niveaux différents, c'est une façon d'être au front, d'être en première ligne et d'essayer de faire changer les choses. Alors, je rejoins partiellement ton analyse. Je pense qu'il y a un phénomène de polarisation, de bipolarisation. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, autant on voit une avancée dans les droits LGBT, moi, surtout chez les jeunes, hein, je vois beaucoup de jeunes qui sont hyper open là-dessus. Mais en même temps, on a un phénomène réactionnaire, une espèce de contre-réaction, et avec des régressions, et on le voit partout en Europe. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je me présente aux élections. Si on ne fait rien et qu'on a l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, il y aura inévitablement une régression des droits LGBT, comme en Hongrie, comme en Pologne, comme il y a eu aux États-Unis, une régression des droits des femmes. Donc il y a ce phénomène de bipolarisation hein, qui s'auto-entretient d'ailleurs, hein, puisque le fait d'exister, ça les excite encore plus en fait. Voilà, ils sont encore plus revanchards, faut qu'on n'existe pas, quoi. Donc c'est vraiment un sentiment inquiétant sur lequel tout le monde doit se mobiliser aux prochaines élections et pas être abstentionniste. Il faut faire barrage à la haine. Est-ce que tu vois une différence entre le combat que tu mènes aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans, 30 ans, qui était plus ma génération? Oui, je vois plein de différences. Je trouve que les revendications ont changé. Je trouve qu'effectivement, en ce moment, on est plus dans des velléités de reconnaissance, d'acceptabilité, sans justification, sans explication, sans raison, juste d'exister. Comme on disait tout à l'heure, exister, c'est politique quand on est des personnes marginalisées, avec une multiplication d'identités marginalisées, ce que l'intersectionnalité nous permet de penser, notamment cet intercroisement des identités. Donc je pense qu'on est dans une prise de parole généralisée autour de l'acceptation nécessaire des identités marginalisées et hors des normes, et moins peut-être dans un investissement traditionnel de droits civiques, par exemple, comme c'était plus le cas, je pense, pour ta génération, où l'envie et la volonté de descendre en manif, par exemple, c'était pour revendiquer des droits, en fait, tout simplement. Donc je trouve qu'il y a un glissement, en fait, dans les revendications, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin, ni toi ni moi, d'être militante, même si je pense que tu ne te considères pas nécessairement comme militante, mais qu'on puisse ouais, exister normalement, en fait. Alors, c'est vrai que par rapport à mon grand âge canonique, j'ai pu observer depuis 40 ans l'évolution. Il y a quand même une grande évolution sur les droits. Maintenant, on est plus dans l'affirmation des droits, comme la procréation, le droit de se marier, des droits simples en fait. Ouais. Mais évolue lentement parce qu'une société évolue par génération. Donc ce qu'on apprend aujourd'hui à une génération, elle l'appliquera dans 10 ans, dans 20 ans. Donc forcément, ça prend toujours du temps. Et les premières personnes qui se sont battues ont eu beaucoup de courage, beaucoup de mérite. Moi, je n'aurais pas su faire ça. Hein. Dans les années 80 ou autres, ils ont pris des coups. Hein, début des années 60, même, oui, même très loin. Aujourd'hui, j'ai peur que la radicalité crée un mouvement, un retour de manivelle, en fait. Moi, je dis souvent, comment être accepté d'être dans la normalité qu'on passe son temps à affirmer trop sa différence. Donc, au bout d'un moment, il faut bien doser. Sinon, je pense que ça peut être contre-productif avec des gens qui ne sont pas encore prêts à entendre certains messages. Donc je pense qu'il faut se donner le temps au temps avec de la pédagogie, de l'éducation, pour éviter un phénomène de rejet. Ouais, moi je pense que je suis un peu en désaccord avec cette idée qu'il faudrait mettre sa radicalité de côté, parce que je ne trouve pas nécessairement que vouloir être accepté simplement ce soit de la radicalité. Je trouve que les revendications des générations queer, LGBT, des personnes trans, aujourd'hui, elles sont légitimes et que ce n'est pas nécessairement une volonté attention gros mot, séparatisme, mais que c'est une forme de volonté d'intégration en fait, et d'intégration sans justification justement. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans comment la parole est prise
avec les personnes de ma génération, même si mon âge est secret, grâce aux outils des réseaux sociaux, qui sont des outils différents. Parce que moi, pareil, je suis militante de terrain. En fait, à la base, ça fait plus de 10 piges que je suis une militante radicale de terrain. Et là, je vois le changement de paradigme dans les outils utilisés pour l'expression politique, et les réseaux sociaux ont fait qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de radicalisation, et on connote ce mot de radicalisation d'une portée négative, alors que pour moi, c'est pas du tout négatif, en fait. Comme le communautarisme. De la même façon, c'est pas un terme qui est négatif pour moi. Je trouve que la communauté et le sens de communauté, c'est très important. C'est fondateur même de la pensée politique et des identités. Après, c'est pas une fin en soi. C'est une pratique pour moi. C'est un moyen. Après, oui, le combat est légitime. Ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a une conduite du changement et on est obligé de faire avec le temps. En politique, on dit toujours qu'il faut laisser le temps au temps. Quand les gens ne sont pas prêts à entendre, ça ne sert à rien. Il faut attendre qu'ils soient prêts, il faut éduquer. Sinon, on leur sert quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas, ça génère de la peur, du rejet, de la colère, de la violence. Donc il faut être pédagogue. Moi, c'est le message que je veux passer. Il faut être pédagogue, et parfois, les gens ne sont pas encore prêts. Il faut y aller progressivement. On ne peut pas mettre une vérité. Le monde queer est tellement riche, tellement coloré, tellement varié pour monsieur, madame, tout le monde. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ont des perceptions, des stéréotypes acquis depuis des décennies, souvent très négatifs ou caricaturaux, donc ils ne comprennent pas. Donc il faut amener les gens sur le chemin de la vérité et sans trop les brusquer. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier, c'est surtout les jeunes. Les gens de ma génération, il y en a beaucoup qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, donc ils n'ont qu'une vision tronquée qui est les films mainstream. Attention, il y a un monde, le monde des jeunes évolue très très vite, mais n'est pas en phase avec le monde des générations précédentes. On est sur 4 générations. Alors les jeunes, il n'y a pas de souci, ils sont hyper inclusifs. Moi, je discute beaucoup avec les ados, ils sont super, ils ont une vraie conscience politique. Les jeunes, aujourd'hui, la jeunesse a une vraie conscience politique. Mais elle sera au pouvoir dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, ils ne sont pas au pouvoir. Au pouvoir, c'est ceux qui ont été éduqués il y a 30, 40 ans, dans les années où l'homosexualité et la transidentité n'étaient pas comprises. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement déconstruire la notion de pouvoir et se dire que le pouvoir politique appartient à tout le monde? Parce que, tu vois, moi, je suis pour... je suis très sage aujourd'hui, donc je suis pour la pédagogie et l'éducation. Et de toute façon, c'est une grande partie de ce que je fais dans mon militantisme, notamment sur mes plateformes de réseaux sociaux. J'ai accepté sur mes grandes épaules de faire de la pédagogie et de l'éducation, ce que tu as accepté aussi... de faire dans ton espace-temps. Et du coup, je trouve ça très bien qu'il y ait des personnes qui le fassent. Mais je trouve qu'encore une fois, c'est complémentaire qu'il y ait des personnes qui soient plus radicales, qui refusent de faire de la pédagogie, qui refusent de laisser le temps au temps, qui ne veulent pas avoir cette forme de patience-là et qui soient dans le positionnement comme ça, carré, ancré, intègre, les pieds dans le sol, juste en disant, en fait, on est là et fuck you si vous ne nous acceptez pas, quel que soit le gap générationnel. Alors après, je sais que ça ne va pas marcher avec tout le monde. Et toi et moi, on a l'espace et le temps de faire de la pédagogie pour des raisons qui nous regardent. Et je crois que ça fonctionne assez, pour toi comme pour moi, ce qui est génial parce que les choses bougent. Mais je trouve ça aussi intéressant d'accepter que justement le panel des expressions des personnes queer aille du radical au moins radical, tu vois. Enfin, j'espère que vous aussi. Et, et toi, comment tu vois la résistance après toutes les actions que tu peux faire de ton côté? Pour moi, en tant que Gouine algérienne, non normée, féministe, queer, etc., etc., de toute façon, exister, c'est résister. Puisqu'on n'a jamais voulu que j'existe, nulle part. Les espaces que j'ai et que je me suis créés, qu'ils soient des espaces de parole ou des espaces d'expression artistique, puisque je suis danseuse, ne sont pas des espaces qu'on m'a donnés, ce sont des espaces que j'ai arrachés avec ma sueur et mes larmes et mon sang, littéralement. Et ça, pour moi, c'est une forme de résistance qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la force de porter des paroles de mes communautés. Je n'estime pas être un porte-parole, ni j'ai envie d'être un porte-parole, mais j'ai la force de porter des paroles. Et ça, pour moi, c'est de la résistance parce que ma parole, elle existe, elle est unapologétique, donc je ne m'excuse pas de la prendre, je ne m'excuse pas de la place que je prends. Et ça a été un gros travail.
de déconstruction, puisque on a voulu que je reste dans un coin et que toutes mes identités restent dans un coin. Et en fait, moi, j'ai dit, bah non, ça, c'est quoi? C'est une grande porte. Bah moi, je veux cette grande porte. Donc, du coup, j'ai couru dans cette grande porte. Je me la suis prise en pleine gueule et j'y suis revenue jusqu'à ce que je l'ouvre, en fait, avec la force de mes gros bras. Et ça, pour moi, c'est de la résistance. Ce qui me porte dans les mauvais jours, parce que je vais pas faire Zarma, j'ai pas de mauvais jours, en fait, j'ai plein de mauvais jours. Ce qui me porte dans les mauvais jours, c'est les messages de personnes que je reçois qui me disent que elles ont des possibilités d'identification à travers mes identités, à travers ce que je prône, à travers ce que je porte, qu'elles ne pensaient pas que c'était possible d'exister avec toutes ces identités et que ça leur a donné la force de soit se lancer dans la carrière artistique de leurs rêves, soit juste de s'accepter dans leurs identités d'orientation sexuelle, leurs identités de genre, de race, etc. Et ça, c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles je fais tout ça. Pour moi, changer le monde, sans prétention aucune, c'est ça. C'est donner de la possibilité d'identification, de donner de la visibilité, donner de la force, s'apporter de la force et construire ensemble. On n'est pas d'accord sur tout, mais c'est ça qui est vachement enrichissant. Oui, puis moi, je serai ta première ministre quand tu seras élue ouais, présidente avec, de la République. Qui sait. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Les enfants terribles.